Oh, me voilà! Ah, c'est un remaster, un remix d'Interstellar, mais je peux pas la mettre pendant le live. Oh là là, oh là là, oh là là, Coignet qui fait péter ses subs! Putain, Coignet qui remonte au classement des plus gros subbers de la chaîne. Il fait déchaîne sa carte bancaire, l'animal. J'espère qu'il peut se permettre, Coignet, hein? Qu'il aura pas son frigo vide à la fin du mois, hein? Pas faute de prévenir, hein? Putain, le malade, hein. Au secours, hein. Il y a de ces connes trop tard, j'avais les yeux devant, il y a de ces connes, hein. Je me suis fait niquer tout à l'heure, mais pas là. Putain. Nouvelle minute astrophysique. J'ai plein de choses à dire ce soir. Ah, radin Spotted. C'est con, la limite est à 100. Eh ouais, la limite est à 100. T'es baisé. Pour éviter le spam, justement. Un bit, c'est un bit. Mais sinon, je m'arrête. Voilà. Ça s'arrête pas l'alerte, quoi. Est-ce que Titan est connu? Comme dit, moi je vis dans mon monde, vous savez. Je vis dans mon monde, déconnecté de tout. Je t'ai fait peur pendant le waiting screen, ouais. Parce que moi je l'entends, je sais pas si vous entendez les alertes pendant le waiting screen, mais j'étais en train de préparer un truc là en vitesse parce que c'est jamais prêt et tout. J'avais le thé et tout et ça m'a fait sursauter, ouais. J'avais pas le casque, donc c'est sorti sur mes enceintes. Ça a explosé sur mes enceintes et pas dans mon casque, voilà. Je crois. Comme je dis, moi je suis un petit peu je suis un petit peu t'es un séricaille, comment tu vas, brigand? J'adore l'astronomie, surtout qu'avec des bons télescopes. Je pense pas que vous puissiez voir Titan avec un télescope bas de gamme, mais Titan, potentiellement, vous pouvez voir très bien Saturne. Saturne, Jupiter, vous pouvez bien les voir depuis votre jardin. Hein. Et vous pouvez, ouais, dites-vous Galilée. Si on les appelle les lunes galiléennes, les lunes de Jupiter, Callisto, Europe, Ganymède, c'est que Galilée a été capable de les voir. Hein, les mecs. Pas mal. Donc ouais, c'est la base des chevaliers gris, ah ouais? Titan? Ouais, donc ouais, la lutte astrophysique. J'en fais une de temps en temps. Comme dit, je pense pas que c'est... Là où le spatial, je suis obligé de faire tous les jours. Chaque semaine, parce qu'il y a trop de choses. L'astrophysique, on peut s'en permettre de faire une fois de temps en temps, une fois par mois, un peu moins, un peu plus. Voilà. C'est-à-dire, on voit quoi? Bah, tu les vois, mec. Avec un télescope. Tu sais, tu peux acheter des télescopes amateurs pour 1000 balles, et dans ton jardin, tu peux voir Jupiter. Comme la Lune. Ouais. Pas aussi bien que la Lune, parce que la Lune est vraiment à côté de nous, tu peux la toucher presque. Mais tu verras, mon père, des fois, il prend des photos, là, il a tout un petit machin, et tu peux voir des photos directement de Jupiter, de Saturne. Ça se voit bien. Ça se voit bien de ton jardin. Avec une lunette. Ouais, ouais. Tu m'as compris, hein. T'imagines, là, on lui filerait un télescope moderne à nous, un télescope électronique, là, qu'ont certains, là. Oh putain, Galilée, il serait là, mais... Donc ouais, Titan, j'en avais déjà parlé. J'ai surtout parlé des tempêtes solaires. Il y a souvent alors, en fait, le soleil a des phases, d'accord? Le soleil a des cycles d'activité. Je crois que c'est tous les 15 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans. Et là, on est en plein dans un cycle d'activité. C'est pour ça qu'on a toutes ces tempêtes. Donc voilà pourquoi le soleil est très très actif ces temps-ci. C'est qu'on est en pleine période d'activité solaire. C'est pas exceptionnel. Et ouais, bah, on peut avoir des sacrées tempêtes. Voilà. Une lunette, ça grossit beaucoup moins qu'un télescope. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà incroyable que Galilée était capable, avec une lunette, avec les technologies de l'époque, de tirer d'aussi bonnes conclusions. Donc ouais, on va parler d'une autre lune. On a déjà quand même pas mal parlé des lunes de Jupiter. On avait traité justement des géantes de glace, la dernière minute astrophysique. On avait parlé de Europe. Europe avec sa petite banquise extrêmement mince. On avait parlé de Ganymède, de Callisto. On avait parlé de Io à la première minute astrophysique. Et l'astre le plus volcanique du système solaire. On avait aussi... j'avais mentionné qu'il y avait une autre géante de glace qui était Encélade, qui était une lune de Saturne. Et on va parler aujourd'hui uniquement d'une autre lune de Saturne, donc qui est pas loin d'Encélade. On va aller... Attendez, je vous remets mes petites cartes, il faut que vous compreniez de quoi on parle. Vous vous rappelez, hein, la Terre, hein, on est là, nous on est à côté du Soleil, hein, en termes d'échelle. Mars,
Alors, on peut pas toucher Mars, mais Mars n'est pas loin. Rappelez-vous, hein, les distances. Voilà, c'est pas le supermarché en bas de chez vous. Hein. Euh, vous avez la première ceinture d'astéroïdes, Jupiter. Voilà, rappelez-vous, nous, Jupiter, on connaît. On avait vu Ganymède. Désolé pour la qualité, mais on reconnaît Ganymède, Io, Europe, euh, Callisto, toutes les grandes lunes joviennes. Et derrière encore Jupiter, encore plus loin, vous avez une autre géante de gaz, qui est Saturne. Saturne, vous la connaissez forcément, c'est... Saturne a ses anneaux gigantesques. On parlera un jour des anneaux. De pourquoi d'ailleurs vous voyez une bande noire au milieu des anneaux. On sait pourquoi, ça a été un mystère pendant un sacré bout de temps, de pourquoi les anneaux de Saturne étaient ce qu'ils étaient. On pense avoir répondu à pas mal de questions sur ça, même s'il y a encore des... Rappelez-vous, il y a beaucoup de choses, rien n'est sûr à 100%. On continue de découvrir génération après génération, sonde après sonde, on récupère de la nouvelle data, ça vient corroborer ce qu'on sait, ou alors ça annule ce qu'on ne savait pas, et puis on retourne faire de la théorie, des maths, et puis on arrive à trouver des choses qui se croisent. C'est de la science. On essaie de comprendre pourquoi les choses et on essaie de déterminer la répétition. Quand on commence à avoir de la répétition, c'est bon signe. Et voilà. Donc ouais, on a tout est en changement perpétuel. Et ça, c'est incroyable. Rien n'est figé dans le marbre. Et ça, c'est chouette, je trouve. Donc là, on va parler de Saturne. Donc ouais, on reparlera de Saturne. Des anneaux de Saturne, j'apprécie beaucoup qu'ils aient mis une aurore boréale. C'est vrai qu'il y a des aurores boréales sur quasiment toutes les planètes du système solaire qui ont ce que j'appellerais soit les géantes gazeuses sont encore différentes, mais même les planètes qui ont une atmosphère ont généralement des aurores boréales. Donc c'est pas juste la Terre qui a des aurores. Vous verrez souvent Jupiter ou alors Saturne ou même des lunes parfois avec des aurores. Donc ouais, Saturne, comme Jupiter, sont des planètes absolument monstrueuses, d'accord. Comme je vous dis, c'est surtout Jupiter, mais Saturne aussi. Saturne doit être la deuxième plus grosse planète du système solaire. Et elle a, elle aussi, une quantité absurde de lunes. Vous savez combien de lunes officielles à Saturne? On continue d'en découvrir. Hein. Donc, alors, il y a des lunes, c'est des gros cailloux, d'accord. Mais combien de lunes officielles à Saturne? 110? « 13 ?» On est près de 50, non? 275, les mecs. Officiel, et on continue d'en découvrir. Saturne est extrêmement prolifique. Au niveau de ses lunes. On est sur... on est sur 270 lunes, voire plus même, et on continue d'en découvrir. Mais, néanmoins, les lunes qui nous intéressent, on va faire ça, tac. Regardez là, j'avais la... Ah putain, attendez, carte détaillée. J'avais cette carte allemande, vous vous rappelez? La carte allemande. Vous rappelez de la Terre? Regardez, Jordan. C'est Terre en allemand, bordel. Jordan, avec Luna. Nous, on connaissait plutôt bien, on avait vu Jupiter. Regardez Jupiter, avec les grandes lunes joviennes, Europe, Ganymède, Callisto et Io. Voilà. Les monstres. Et on va aller sur Saturne. Saturnus. Et regardez le monstre Titan. Donc Saturne qui est... Regardez la quantité de lunes de Saturne. Et ça, c'est les grandes lunes, d'accord? Encélade. Vous voyez Encélade, là? Encélade, en centre. Je vous avais montré une photo d'Encélade, qui est encore une de ces géantes de glace. Preuve que les géantes de glace, les lunes de glace, sont plutôt communes dans le système solaire. Rappelez-vous, la glace est présente partout. On est sur la Lune, il y a de la glace. Beaucoup d'eau, beaucoup de glace. Et on va reparler de ça. Comprenez que l'eau est courante, mais systématiquement, chaque matière, que ce soit de l'eau, du gaz, vont être sous ces trois formes. La forme gazeuse, la forme liquide ou la forme solide. Forcément, c'est la température qui va jouer sur ça, ou aussi parfois la pression, mais c'est souvent la température. Donc l'eau liquide est plutôt rare. On sait qu'il y a des océans et compagnie sous Ganymède et tout ça, mais nous, on n'en a jamais vu de l'eau liquide. On sait qu'il y en a. Mais de l'eau solide, on en a déjà trouvé sur Mars, donc de la glace. Et c'est pareil pour
toutes les matières qu'on connaît. Hein. Tous les gaz peuvent être sous forme solide, liquide ou gazeuse. Tout dépend des températures. Et on va s'intéresser, nous. Donc là, vous voyez, Titan. Titan, c'est pas n'importe quoi. C'est pendant longtemps été considéré comme la plus grosse lune du système solaire. Titan est un très très gros bébé. Ça, c'est la Terre. On retrouve là, c'est la Terre en comparaison des lunes joviennes. Vous avez Io, Europe, Ganymède, Callisto, et à droite, vous avez les lunes de Saturne. Et regardez Titan. Titan était considéré, jusqu'à encore récemment, comme la plus grosse lune du système solaire. Ganymède était la deuxième, mais il s'avère que Titan, une des particularités de Titan, c'est la densité de son atmosphère. Et si on enlève l'atmosphère de Titan, Ganymède serait plus grande. Cérès est plus grande. Cérès n'est pas une lune. Cérès n'est pas une lune. Et Cérès serait ce qu'on appellerait un planétoïde. Une petite planète qui n'a pas fini de se former. Ou en tout cas qui était, en termes de taille, à mi-chemin entre un astéroïde et une planète. Un espèce de planétoïde. Donc ouais, Titan était pendant longtemps considéré comme la plus grosse lune du système solaire. Maintenant c'est Ganymède. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas Titan. Pour la simple et bonne raison qu'on ne voit pas la surface de Titan. La Terre a une atmosphère folle. La Terre, en termes de densité d'atmosphère, on a une énorme atmosphère. Il s'avère que Titan a rien à envier à la Terre. La densité de l'atmosphère de Titan est plus grosse que celle de la Terre en termes de densité. Et pendant longtemps, on voyait rien de Titan. Vraiment, c'était un peu, on savait pas on connaissait pas Titan, pas bien du tout. Tout a changé. Attendez, regardez là. Voilà Titan par rapport. Ça a été pris par Cassini, la photo, voilà. Cassini. Je vais reparler de la sonde Cassini. Donc Titan est quand même un beau bébé, hein. Titan est bien plus gros que notre Lune, par exemple. D'accord. Vénus n'a pas de Lune, je ne crois pas. Je ne crois pas que Vénus, ni Mercure, ni Vénus. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos, mais qui sont des 2 gros astéroïdes. Et la Terre a juste la Lune. Voilà. Donc ouais, on connaissait pas bien Titan. On avait des suppositions. On se demandait pourquoi on voyait pas la surface. Parce que c'est pas la surface qu'on voyait. On se doutait que c'était de l'atmosphère, du brouillard. Pareil avec Vénus aussi. Hein. Vénus aussi a énormément de nuages. Et on se posait la question de pourquoi on voit pas l'atmosphère de... Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Une balle de baby-foot, exactement. Regarde la Terre. La Terre, on voit bien, hein. Titan, on voit... Et rien. Titan, brouillard total. Il s'avère qu'on a envoyé une mission incroyable qui s'appelle Cassini-Huygens. On l'appelle Cassini vulgairement. Qui avait décollé en 97, avec pour objectif de faire un bypass, un énorme bypass du système solaire. Regardez, ça a été pris... Vous voyez, c'est la même photo. C'est pris par Cassini. C'est pris par Cassini en 2011. Hop là. Et le but de Cassini, une très longue mission de près de jusqu'en 2017, Cassini, 97, 2017, 20 ans de mission. Vous imaginez les sondes qu'on envoie. Les mecs, on l'a tiré en 97, elle est arrivée sur zone en 2004, il lui a fallu 8 ans pour aller sur place. Donc voilà la trajectoire de Cassini. Et donc Cassini s'est baladé un petit peu partout dans le système solaire, a fait un flyby de Jupiter, et je crois on avait vu des photos d'Europe et compagnie. Et en 2004, Cassini est arrivé à son objectif final, qui était Saturne. Mais pas que Saturne, donc d'étudier Saturne, allez voir le pot pourri des photos de Cassini. Donc c'est souvent des compositions qui sont recolorisées, tout ça, parce que comme vous pouvez vous en douter, on fait pas des super photos couleurs en HD voilà, hein, on est à des centaines de millions de kilomètres. On essaie d'économiser la bande passante du Wi-Fi, vous voyez. Donc ouais, toutes les photos qu'on voit sont généralement des compositions, recolorisation de vraies photos prises par nos sondes. Et ouais, donc en 2004, Cassini est arrivé sur place. Ce qui intéressait aussi Cassini, c'était Titan. Parce que Titan, comme je dis, Titan, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Titan a cette couleur? Il y a une atmosphère, on sait. Mais pourquoi est-ce que... qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère? Pourquoi
l'atmosphère est dense à ce point. Et ils se sont dit à l'époque, si on allait voir à la surface. Donc en plus de Cassini, ils ont embarqué Huygens. Huygens, c'était une petite sonde de 1 mètre 30 cm, de 130 cm, accrochée à un parachute. Et le but était de balancer Huygens. Voilà, Huygens, ça c'est une réplique. Était de balancer cette petite merde là, bourrée de capteurs, avec même un appareil photo, et d'envoyer Huygens à la surface de Titan. Pour aller voir, donc déjà passer dans toute l'atmosphère, récupérer la donnée, communiquer avec Cassini, récupérer toutes les données de l'atmosphère, et d'aller voir ce qu'il y a en bas. Peut-être réussir à aller à la surface, en espérant que le parachute fonctionne bien, parce qu'on n'avait pas forcément la certitude que ce qui marche sur Terre avec un parachute ne veut pas dire que ça va fonctionner aussi bien dans une autre atmosphère. Par exemple, Mars a même pas 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Il est extrêmement dur de se poser sur Mars, incroyablement dur, que ce soit surtout avec des parachutes, où il nous faut des rétrofusées carrément pour se poser souvent sur Mars, à cause de la faible densité de l'atmosphère. Donc ils ont envoyé un peu Huygens en mode YOLO, en plus de Cassini, et il s'avère que... Regardez, attendez, j'ai des photos incroyables. Au fur et à mesure que Cassini s'est rapproché, Cassini a été capable de prendre d'incroyables clichés de la surface. Entre autres, on a tout ce qu'il fait au radar. Il s'avère qu'en étant assez près, on voit aussi des photos. Je vais vous mettre directement les photos prises quand ils ont largué le 14 janvier 2005. Ils ont largué Huygens. Et ça a été pris à 16 km d'altitude. 16 km d'altitude. La photo est absolument folle. Puisque, comme dit, ça avait fait grand bruit à l'époque. On se disait, mais c'est des choses qu'on connaît sur Terre. Vraiment, hein, c'est des choses qu'on connaît sur Terre. Et les mecs se sont dit, mais c'est pas possible, quand ils ont vu ça. Regardez, je vais vous montrer une photo de Las Vegas. On va aller à Vegas, les mecs. Vegas. Je vais vous mettre, attendez, forcément, rien n'est prêt. Google Maps. Voici tout le bassin du Colorado. Là, vous avez Las Vegas à gauche. Là, vous avez le lac Mead. Donc, le lac Mead, considéré... Là, il n'est pas naturel, d'accord? Le lac Mead. Et là, vous avez tout ce qu'on appelle le Grand Canyon. Ce qui a sidéré les mecs... Ce qui a vraiment sidéré les mecs... C'est que... On avait un espèce de clone... Un clone du Grand Canyon. Donc, les mecs ont... Avec Huygens et Cassini, ils ont commencé à pointer au laser... à mitrailler d'ondes, radar. Et on a ça, là, ce que vous voyez. C'est un système hydro. Sauf que c'est pas de l'eau, les mecs. C'est du méthane liquide. C'est du méthane liquide qui a son propre réseau hydro. Là, vous avez à droite, là. C'est un lac géant. Une petite mer de méthane liquide. Je vous laisse imaginer la réaction des mecs quand ils ont commencé à se dire, mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. On savait pas ce qu'il y avait vraiment sur Titan. Et là, d'un coup, les mecs ont commencé à se dire... la gravité, bonne question. Bonne question. La densité de l'atmosphère de Titan est 1,5 supérieure à celle de la Terre. Ce qui est très pratique pour nous si on veut s'y poser. Et on va y retourner sur Titan. Donc ouais, les mecs un peu sortis de nulle part, ont découvert des choses incroyables. Attendez, il y a une autre photo. Parce que dites-vous que Huygens, le parachute s'est ouvert. Et Huygens a descendu tranquillement jusqu'à la surface de Titan. On a une photo. Prise le 14 janvier 2005. La seule photo. Il n'a pas survécu longtemps. Est-ce que vous savez quelle était la température à la surface? Quelle était? On avait tous les capteurs d'allumés. Cette photo est incroyable. Cette photo, elle est absolument incroyable. Pas pour l'exploit technologique qu'on soit allé sur Saturne et qu'on ait posé moins de 170. Moins de 100.
Moins 180, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Moins 179,3 degrés à l'atterrissage. Cette température est importante. Puisqu'on va reparler de pour. Nous, le méthane, on le connaît généralement en tant que gaz. On le met dans les fusées, mais on le met sous forme liquide, donc on le refroidit. Et on le refroidit, en effet, à des températures similaires. Et donc ça, c'est la photo envoyée par Huygens. Et il y a une chose incroyable sur cette photo. Regardez les cailloux. Ils n'ont pas quelque chose de particulier, ces cailloux. Je vous parle pas de la couleur, mais regardez bien la forme. Il y a des mecs qui vivent au bord de la mer, ici. Ou des gens qui ont des rivières. À côté de chez eux. Parce que ces cailloux-là, c'est de l'érosion. Ah, c'est des vrais cailloux. Mais c'est des galets, les mecs. Ils sont polis. Et ça, c'est pas le vent qui fait ce genre le vent ne fait pas ce genre d'érosion. C'est de l'érosion de liquide. C'est des galets. Comme vous avez à la plage, c'est du liquide qui a fait ça. Et ça correspond aux mecs qui d'un coup se sont rendus compte qu'il y avait, que pour une raison qu'on va expliquer, Titan, il pleut sur Titan, et vous avez des lacs de méthane liquide qui font comme l'eau, ils suivent la gravité, ils coulent dans des réseaux hydrauliques géologiques, et puis bah, là où c'est bas, ils se mettent ensemble et ça fait une mer et un lac. Et on a commencé à se dire, mais putain, en fait, on a une autre planète dans le système solaire où il pleut, où il y a du liquide qui circule, ce qu'on n'avait jamais trouvé. Alors c'est pas de l'eau. Et comme... donc grâce à cette température et à toutes les données qu'on a trouvées, il était aisé de deviner quel liquide c'était. Et c'est pas tout. Cassini est resté très longtemps autour de Titan. Ça, c'est le pôle nord de Titan. Tous les points que vous avez, c'est des lacs et des mers. Les points, le noir, ce sont des lacs. Il pleut du méthane. Il pleut du méthane sur Titan. On en est sûr de ça. Et on va y retourner voir, juste dans le doute. Tout ça, c'est des lacs de méthane liquide. Uniquement en pôle. Il n'y en a pas sur les équateurs, mais il y en a aux deux pôles, pôle nord, pôle sud. Et vous voyez là les lacs? Ça, c'est des lacs de méthane. La question, c'est comment ces lacs se forment. Hein? Comment est-ce que ces lacs se forment? Donc déjà, vous avez vu la température. Moins 79,3 degrés. Et vous avez des lacs de méthane. Il s'avère que sur Terre, le méthane, on le connaît. Et on l'utilise dans la roquetterie. J'en parle suffisamment souvent des problèmes qu'on a avec l'hydrogène liquide, le méthane liquide, l'oxygène liquide. On est capable de... On comprend très bien ces gaz et compagnie parce qu'on les utilise nous-mêmes et on sait les refroidir, les chauffer, les transformer, tout ça. Et c'est simple, regardez. Le méthane, à un point, il se transforme en gaz à moins 161,5 degrés. Il se transforme en glace à moins 182 degrés. La température à l'atterrissage de Huygens était de moins 179,3 degrés. La température était parfaite pour avoir du méthane liquide sur Titan. Ça caille, hein. Eh ouais, les mecs, faut pas aller se baigner, hein. Faut pas aller se baigner dans les... Vous allez pas aller piquer une... l'Indienne. Il nage bien, le chef. Voilà, hein. De la pression. Il doit y avoir forcément de la pression. On n'est pas là pour parler de Pascal et compagnie. Ça devient un petit peu compliqué. Faut rester simple. Et donc ouais, on a les températures. Les températures correspondent à du méthane. Et vous voyez que c'est quand même assez fou, quoi. Hein, on a vraiment, c'est que 20 degrés. C'est 20 degrés de fourchette. Après, la pression, forcément, joue aussi, d'accord? Mais là, en termes de température, le Titan n'est même pas un candidat à la vie parce que les conditions sont considérées comme trop extrêmes. Là où Mars, il y a sûrement de la vie, il y a 99% de la vie moléculaire. Titan, à la surface, c'est quand même compliqué vu l'extrême des conditions. Il vient d'où ce méthane?
Elle vient d'où, l'eau, sur Terre? C'est pas un élément commun. Mais il y en a quand même, hein. Il y en a quand même, preuve qu'il y en a. S'il y a un réseau hydro, s'il y a des lacs, c'est qu'il y a une activité météorologique. D'accord? Bah ouais, ces lacs ne se forment pas de nulle part. Vous avez, il y avait tout un système hydro, c'est pas juste des lacs. C'est qu'il y avait des canyons remplis de cette merde. Et s'il y a canyon, il y a rivière. Il y a rivière, ça coule. Et la conclusion, on n'est pas sûr à 100%, mais tout va dans ce sens, c'est que c'est comme sur Terre. Il pourrait y avoir de la vie moléculaire qui serait adaptée au méthane. Absolument. Comme nous avec l'eau. Absolument. C'est une supposition. Il faudra aller sur place pour le prouver. C'est une supposition que j'ai lue. Mais, comme dit on n'en sait rien. Mais c'est une théorie on pourrait avoir de la vie moléculaire qui se serait adaptée à ces extrêmes, en tout cas, en termes de température. Bah, vous savez quoi? Sur Terre, les gens connaissent le cycle de l'eau sur Terre. L'eau s'évapore et retombe sous forme de pluie. Rien ne se perd. Tout est simplement modifié. Évaporation, retour de l'eau. Le froid fait que chaud, froid. Ce sont des cycles. L'eau sur Terre est un cycle. Eh ben, vous savez quoi? C'est exactement la même chose sur Titan. Vous avez vu que la température de Titan, il y a 20 degrés d'écart. Mais vous avez, dans l'atmosphère de Titan, vous avez aussi de l'effet de serre. Vous avez de l'effet de serre, vous avez de la chaleur, vous avez des variations de température, ce qui fait que vous allez avoir parfois le méthane qui va s'évaporer, et ce méthane, quand il va rencontrer une température un peu plus fraîche, il va retomber sous forme de pluie. Il pleut du méthane, on en est sûr à 99%, mais il pleut du méthane sur Titan. Il pleut du méthane sur Titan. Et vu que ça pleut, c'est un liquide, il tombe au sol, il va devoir circuler, couler, il va descendre, il va suivre la gravité, pluie ou neige. C'est rien. On sait que ça tombe. Imagine, tu prends des gros cubes de méthane dans ta gueule. Et on a des chutes de quelque chose de méthane. Et ce méthane est liquide. Donc s'il est liquide, on peut supposer que c'est de la pluie. Et donc on a un cycle de la mousson. Alors attention, généralement quand je dis mousson, on s'imagine le truc humain. Une année sur Titan, c'est 30 ans sur Terre. D'accord? Donc c'est pas aussi actif que la météo humaine, d'accord? Mais on a des énormes tempêtes de méthane. Et c'est ce qui explique, on a vraiment des précipitations de méthane qui doivent être extrêmement soudaines. Il n'y a qu'à voir l'érosion dans les canyons. Doit y avoir ça doit être un désert. Et d'un coup, vous avez des mètres cubes de méthane qui tombent. Des torrents de méthane qui vont remplir des plaines, des systèmes géologiques qui vont provoquer de l'érosion et finir dans des lacs et dans des mers. Et c'est vrai que ça correspond à beaucoup de choses qu'on voit en termes de géologie. Des photos de Huygens, des rochers. Les rochers semblent ont été polis par des liquides. Et tout va dans le sens de ça, en fait. Comme vous dites, c'est pas juste un élément qui dit « Non. Tout ce qu'on a de Titan va dans ce sens-là. Et quand vous commencez à tout recouper, c'est qu'on commence à se rapprocher de la certitude de certains problèmes. Pas sûr à 100%, c'est jamais. Mais, ouais. Et c'est vrai que Titan est incroyable parce que c'est le seul endroit du système solaire avec la Terre où il pleut. Il pleut. Il pleut du méthane liquide. À moins 160 et quelques degrés. Mais il pleut. Donc c'est très intéressant de voir que sur beaucoup d'aspects, Titan nous ressemble à la Terre, avec des systèmes météo. On retrouve certaines mêmes dynamiques que sur Terre, mais avec des températures totalement différentes. C'est ça le truc, hein, c'est qu'on retrouve les mêmes mécaniques que sur Terre, avec l'eau, sauf que là on l'a avec du méthane. C'est très très curieux. Ça a été
un choc quand Cassini a commencé à bombarder d'informations les scientifiques. Je vous laisse imaginer, les mecs, c'est la découverte de leur vie. Hein. Il pleut sur Titan, quoi. On savait pas ce qu'il y avait sur Titan. Hein. Et c'est vrai que ça a de la gueule, quoi. Voilà. Donc ouais, vous voyez un petit peu le truc de dingue. J'ai encore, attendez, des images incroyables. Donc ça, c'était la réplique. Regardez. Pris par Cassini. Je pourrais vous mettre cette photo sur Terre. On voit que c'est un lac, les mecs. Hein? On voit que c'est pas de la glace. On voit que c'est liquide. On voit des îles. Je vais vous mettre le lac Mead. Ça, c'est le lac Mead à Vegas. Vu de satellite. Hop, attendez. Voilà. Les mecs, c'est la même chose. Comment ça, vous voyez rien? C'est la même chose. Donc c'est pas un glacier. Des fois, la glace se comporte de certaines façons. Et bah là, vous retrouvez une mécanique de fluide. Je vais essayer de trouver une petite île. Il y a bien des îles à la con sur le lac Mead. Ah oui, magnifique ici. Regardez. Hop. Vous montrez ça à quelqu'un et vous lui dites que c'est une photo infrarouge du lac Mead. Un mec de Las Vegas, il va se dire ah ouais. Et après il va regarder non mais ça correspond pas à la topographie du terrain. C'est pas à Vegas. Et vous lui dites que c'est sur Titan. Une lune de Saturne. Regardez. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, hein? En somme, un système hydrique mais de méthane. Absolument. C'est pas de l'eau, c'est du méthane, mais le méthane liquide se comporte, tout liquide va se comporter de la même façon. Il va obéir à la gravité, il va suivre la gravité, même si potentiellement il est parfois plus dense, mais il va suivre la gravité à son rythme, même la lave. Vous savez que la lave, le magma, la lave, est un liquide qui va obéir aux mêmes règles que tous les autres liquides, à son rythme, lentement, avec sa propre température, mais ça va suivre la gravité. Vous verrez jamais un liquide qui monte, qui défie la gravité. Et bah, le méthane liquide sur Titan se comporte comme l'eau liquide sur Terre. Et on retrouve les mêmes structures géologiques, la même érosion géologique. Et c'est incroyable. C'est incroyable qu'on ait ça dans le système solaire. Surtout que Saturne est loin du Soleil, très très loin. Mais on a ça à 170 degrés, quoi. Et je trouve ça absolument fascinant. C'est vraiment incroyable. Là, j'en ai une autre. Pareil. Donc là, c'est là où ils ont pingé avec certaines ondes bien spécifiques pour voir s'il y avait des choses au fond. Et en effet, ils ont identifié des rivières de méthane sur le merdier. Voilà. Un fluide, ouais, tu m'as compris. Donc ouais, sacrée découverte. Sacrée découverte que sur Titan, on a ça. Mais il a fallu qu'on y aille de très près, avec des belles sondes, mais on a été capable d'aller à la surface, de récupérer toute la donnée. D'ailleurs, très intéressant, l'atmosphère. Alors peut-être que certains, mais on va faire un crash course atmosphérique. Sur Terre, l'atmosphère terrestre, c'est 78% d'azote, 20% d'oxygène. Vous savez que l'oxygène en très grande quantité est toxique. Si vous voulez tuer des bactéries, l'oxygène tue très bien des bactéries. Quand vous faites sécher de la viande et tout ça, il faut bien l'exposer. Soleil, ultraviolet, oxygène, vous tuez n'importe quoi. Et vous avez après de l'argon. Regardez, on vous fait chier avec le CO2, les mecs. Hein, on vous fait chier avec votre bilan carbone. Le carbone, ça représente rien dans l'atmosphère. D'accord? 0,037% de l'atmosphère.
C'est rien, d'accord? Donc l'azote est le 79%, ouais, 78% d'azote, 21%. C'est quoi le nitrogène? C'est l'azote. C'est en anglais. C'est pour ça que je te dis azote. Azote, 78%. Oxygène, 20%. Et il y a plus d'argon que de CO2 dans le merdier. Voilà. Donc ouais, voilà pour la Terre. Donc on va les comparer. Vous pensez qu'il y a quoi? C'est quoi l'atmosphère de... Quel est le gaz le plus commun dans l'atmosphère de Titan? Parce que il y a une atmosphère extrêmement dense. Il s'avère qu'avec Huygens, on a été capable de décomposer parfaitement toute l'atmosphère. Donc on connaît très bien la composition atmosphérique de l'azote. L'azote aussi. Azote, ouais, les mecs. Absolument. Regardez Titan. Titan, on est à 96% d'azote. Vous avez du méthane dans l'atmosphère, 3,5%. Vous avez de l'hydrogène. Azote, méthane, hydrogène. Et peut-être des infimes morceaux d'oxygène dans le merdier. Mais vous avez 96% d'azote. Pour vous dire. Donc ouais, très grosse densité d'azote. Et sur Mars? Hein? Mars? Que dit le chat sur Mars? CO2, absolument. Mars. Là, le bilan carbone sur Mars, les mecs, ce sera pas un problème. Hein. Puisque Mars, l'atmosphère de Mars, c'est 95% de CO2 et 3% d'azote. Votre bilan carbone, là, si vous prenez l'avion sur Mars, les mecs, ou si vous lâchez une caisse un peu agressive et que vous culpabilisez à cause du steak que vous avez mangé la veille, sur Mars, ce sera pas un problème. Hein, parce que c'est que du CO2, le merdier. Et il y a une atmosphère sur Mars, absolument. Mais elle est à peine 1% de la densité de la Terre. C'est pour ça que c'est compliqué de se poser sur Mars, parce que l'atmosphère est extrêmement fine et légère. On va reparler de ça. Puisque... donc, vous avez vu un petit peu les atmosphères. C'est intéressant de voir les compositions des atmosphères, mais aussi les densités. Rappelez-vous que Titan a une atmosphère plus dense que la Terre. Se poser sur Titan, les mecs, va être incroyablement facile. Parce que l'atmosphère est tellement dense. Alors, vous pourriez pas voler en battant des bras comme ça, d'accord? Comme un oiseau. Vous pourriez pas voler sur Titan. Mais si vous battez assez vite, vous mettez un peu de carton, et vous essayez de battre incroyablement vite, vous arriverez peut-être à décoller un petit peu. Un petit peu. Faudra vraiment battre très vite. Mais on en est là, vous voyez? L'atmosphère de Titan est extrêmement dense. Ce qui est très pratique pour nous si on veut y aller pour poser des sondes et tout ça. A contrario, Mars, l'atmosphère est tellement mince, ténue, qu'il est extrêmement difficile de se poser sur Mars. C'est le grand challenge. Aller sur Mars n'est pas un problème. S'y poser est le vrai challenge. C'est vraiment le vrai problème de toutes les missions martiennes. C'est se poser sur Mars sans s'exploser la tronche au moment de l'atterrissage. Dragonfly, on va parler de Dragonfly. Hop là. Donc ouais, j'ai montré mes petites photos, mes belles photos de Cassini. Ça pareil à l'atterrissage. Le cycle de la mousson. Très intéressant, Cassini a aussi mitraillé d'ondes radar. Vous savez que Titan est une géante de glace? Les mecs, Titan. Comme Ganymède, comme Europe, comme Callisto. La croûte de Titan, c'est de la glace et de la roche. Et il y a même un océan souterrain dessus. On est quasiment sûr qu'il y a un océan souterrain sous la croûte de glace, la gigantesque croûte de glace de Titan. Titan est une géante de glace. Avec des mers et des lacs de méthane liquide au-dessus. Ça fait rêver, hein? Il y a des missions prévues pour se poser sur Titan. Plus que ça, mec. On a la mission de notre génération. Est-ce que vous vous rappelez de Persévérance? Le rover Persévérance sur Mars, qui est toujours extrêmement actif, hein, Persévérance. Je me rappelle, pour voir l'atterrissage, j'avais couru en revenant du boulot à 23h pour voir le merdier. Et
Mars et son... Ouais. Écoute, il y a pire que Mars. Mars est littéralement la planète potentiellement la plus accueillante pour nous dans le système solaire. Ah ouais, c'est un enfer. Mais il y a bien pire. Et c'est celle qui est potentiellement pour nous le plus pratique en termes de distance et de vie. Même si, clairement, c'est pas optimal du tout. Hein. L'hélico est mort. Ouais. Donc, à la dernière minute, sur Persévérance, ils avaient embarqué un hélicoptère. Un drone. Un drone hélicoptère. On n'avait que peu d'espérance que l'hélicoptère vole. On se disait, c'est pas possible. Comme dit, on n'avait jamais fait voler un drone ailleurs que sur Terre. N'oubliez pas que l'atmosphère de Mars est extrêmement mince. Sur Terre, un hélicoptère, vous savez comment ça vole un hélicoptère? Il utilise la densité de l'air pour voler. Un hélicoptère, s'il monte trop haut, s'il va à 5000, 6000 mètres, il peut plus avancer parce que l'air, il n'y a plus assez de densité dans l'air, vous voyez? Hein? Les hélicoptères ne peuvent pas monter au sommet de l'Everest, par exemple. Ils doivent s'arrêter au camp de base parce qu'ils ne peuvent pas aller au sommet de l'Everest parce qu'ils ne volent pas au-delà d'une certaine altitude à cause de la densité de l'air. Bah maintenant, imaginez que Mars, c'est comme si on était à 35 km d'altitude. Mars à la surface, c'est comme si on était à 35 km d'altitude sur Terre, en termes de densité de l'air. Pour faire simple, bah là, il a fallu créer un hélicoptère capable de battre tellement vite des ailes que il peut voler quasiment dans rien, dans une atmosphère extrêmement fine. Et c'était un challenge technologique parce qu'on savait pas si ça fonctionnerait. Vous pouvez pas tester ça, les mecs. Vous pouvez faire les maths, vous pouvez tester, avec des mathématiques, mais ouais, les mathématiques c'est bien, ça donne quoi en pratique? Et voici Ingenuity. Ingenuity, c'était l'événement. J'étais là. J'étais là pour Ingenuity. On avait suivi quasiment tous les vols d'Ingenuity dans le milieu spatial. C'était il y a longtemps maintenant. Et Ingenuity, à notre grande surprise, vous voyez les panneaux solaires au-dessus? C'est les panneaux solaires. Eh ben, vous savez combien de vols a fait Ingenuity? Il avait été... Ses créateurs, ses ingénieurs avaient pensé qu'il ferait maximum 5 vols. Et qu'il cannerait. Ou qu'il doutait même que ça vole, pour être honnête. C'était le challenge de dingue. Et il l'avait prévu pour 5 vols, Ingenuity. Et 5 vols maximum. Vous savez combien il en a fait? 50? Plus de 100? 45? 72. Il a fait 72 vols. Quel est le but recherché? Tester. Est-ce qu'on peut faire voler un drone sur Mars? Et si ça fonctionne, on récupère toute la data. Et peut-être qu'on peut envoyer un drone plus gros. Un drone, le problème de nos rovers sur Mars, c'est qu'ils sont extrêmement limités en mobilité. Si on peut commencer à faire travailler des drones avec des rovers, un drone peut se balader, aller chercher des trucs, le ramener. Ça nous offre des perspectives d'avenir incroyables. C'est l'exploration, mec. C'est la définition de l'exploration. Quel est le but recherché? On teste des nouvelles technologies à des centaines de millions de kilomètres pour essayer de voir si ça fonctionne et d'envoyer dans 20 ans une nouvelle génération de sondes pour nous ramener encore plus de data pour que Pépé continue de faire des minutes astrophysiques. Voilà. Et j'invente rien, là. C'est littéralement grâce à ce genre de choses que je suis capable de faire des minutes astrophysiques. C'est qu'on est allé... Il y a des mecs qui ont bossé une partie de leur vie pour récupérer des informations qui ont amené de l'évolution scientifique et de la compréhension. Voilà. Il a volé 72 fois. Ils ont essayé de le casser. Il a fait des 400-500 mètres de distance à 10-15 mètres de hauteur. On a les vidéos. On a des vidéos. Il y avait une caméra là-dessus. Hein. On a les vidéos du machin qui cavale. Il était increvable. Ils n'arrivaient pas à le tuer. Ils ont essayé de le tuer plusieurs fois. Il ne voulait pas mourir. Et pire, il s'est dit à un moment, sur Mars, la poussière est un gros problème pour les panneaux solaires. Et généralement, les panneaux solaires, la poussière tue les panneaux solaires sur Mars. Et c'est pour ça que Persévérance, par exemple, est équipée d'une pile nucléaire. Et Persévérance, il n'y a pas de panneau, parce que Persévérance est nucléaire. Et bah lui, il n'est pas nucléaire. Sauf qu'à chaque fois qu'il vole, à chaque fois qu'il vole, il enlevait la poussière. Il allait tellement vite, ce con. Il allait tellement vite qu'il dégageait la poussière. Et ils ont fini par le casser. Ils l'ont cassé à l'atterrissage à cause d'une petite dune. Il y a une pale d'hélice qui a tapé la dune et la pale a cassé. Et on avait la photo
de la pas le casser au 72e vol. Ils l'ont cassé au 72e vol. Et ça a été une petite révolution. Parce qu'on a compris que les drones fonctionnaient sur notre planète, où il y a une atmosphère. Et ça a validé tout. Comprenez que c'est de la validation de calcul et de design, d'accord? Tant que vous ne l'avez pas testé, il y a quelque chose qui peut aller mal. Mais là, c'est plus qu'un succès, c'est une réussite incroyable. Et ça valide absolument tous les mathématiques. Tous les mathématiques, tout le design. Alors que Mars est considéré comme extrêmement difficile à faire voler quelque chose. Et ben vous savez quoi, dans la foulée de ça, on s'est dit, bah si ça fonctionne, si on allait sur Titan, poser un drone, un énorme drone, parce que sur Titan, ça sera beaucoup plus facile de le poser et de le faire voler. La densité de l'air est supérieure à celle de la Terre. Sur Titan, on va pouvoir faire n'importe quoi sur Titan avec un drone. Ingenuity, alors peut-être qu'il ne survivrait pas sur Titan à cause des contraintes météo, mais ça, on chauffe, on design, on développe. Dragonfly sera nucléaire, et la mission Dragonfly est dans les tuyaux, financée, et Dragonfly, ça va voler, et on va retourner sur Titan pour une nouvelle génération, et on va amener un giga drone là-bas, un monstre, bardé d'hélices, sur Titan. Et on va aller voir ce qu'il y a sur Titan, on va aller voir les lacs. On va aller voir les lacs de méthane liquide. Attendez, je vais aller voir les dates. Il y a eu une baisse de la performance au niveau des innovations au secteur du spatial. Il y a moins d'argent aussi. Beaucoup moins d'argent. Beaucoup moins d'argent. Mais je suis pas d'accord. On a fait des choses incroyables dans les 20-30 dernières années. On s'est posé sur une comète, mec. Hein, on s'est posé sur une comète. On a envoyé des sondes incroyables comme Cassini. On a tellement découvert de choses. Alors oui, c'est pas optimal. L'espace, je préférais qu'on mette l'argent dans le spatial que dans le militaire, personnellement. Mais rappelez-vous que le spatial ne coûte pas cher. On met rien dans le pognon, dans le spatial par rapport... imaginez si on mettait l'argent des boomers, des retraites. Hein, si on mettait l'argent dans le spatial plutôt que dans les retraites. On serait déjà... j'aurais déjà la moitié du chat sur Titan, là, à boire des pastis au bord des lacs de méthane liquide. Hein. Et donc, ouais. C'est la politique qui donne le tempo des innovations, les innovations qui donnent le... C'est malheureusement, je pense, le financement. Il faut de l'argent. Et le spatial n'est pas vendeur parce que c'est du long terme. Les politiques veulent du court terme. Par définition, un politicien veut le très court terme pour avoir des résultats rapides. Le problème du spatial, c'est que ça n'amène pas de résultats, et les résultats en plus sont à long terme. Donc forcément, les politiciens, généralement, n'aiment pas le spatial, parce que ça ne correspond pas à de la réélection, en fait. Voilà. Il n'a pas failli être sabré. Non, Dragonfly, pour le coup, a eu de la chance sur ce point-là. Donc voilà comment Dragonfly va arriver, les mecs. Dragonfly, il va arriver dans un énorme parachute. Rappelez-vous, on a toutes les données télémétriques de Huygens. Huygens, la petite sonde, elle était tombée en parachute, mais toute la data, la télémétrie a fini sur le disque dur. On sait exactement ce qu'il faut pour poser Dragonfly. On a toutes les données mathématiques qui vont bien pour le poser. L'ennemi va être le froid, va être les conditions extrêmes. Faut pas tomber dans une tempête de la pluie de méthane, donc il sera nucléaire. On est beaucoup trop loin du soleil. On est beaucoup trop loin du soleil pour avoir un apport énergétique suffisant avec des panneaux. Donc il sera nucléaire. Et on fait souvent du nucléaire dans l'espace, hein, c'est pas nouveau. Hein. Alors c'est pas un réacteur comme on a, c'est des piles, c'est des grosses piles nucléaires. D'ailleurs, la NASA a des problèmes d'approvisionnement parce qu'on construit plus beaucoup d'armes nucléaires aujourd'hui. Et on utilisait justement certains déchets de ça pour faire nos piles. Et on va poser Dragonfly. D'ailleurs, attendez, je vais aller voir en vitesse ce que ça dit sur Dragonfly. En termes de décollage, tout est déjà prêt, hein, Dragonfly. Enfin, tout est déjà prêt, je veux dire, au niveau contrat, date, timeline. Dragonfly, les mecs. Mission de 10 ans. Prévue pour décoller. Dragonfly. En 2028. Entre fenêtre de tir optimale entre le 5 et le 25 juillet 2028. Le contrat est déjà passé avec SpaceX. Ça décollera sur une Falcon Heavy. On sera là. Dragonfly arrivera sur Titan en 2034. 6 ans plus tard.
prévu pour se poser déjà dans le champ de dunes de Shangri-La. Distance parcourue par kilomètre. Distance parcourue 8 km par vol. On espère. Totalement dingue, hein. Et ça bosse fort. Rien à voir avec la Turquie, mais ça bosse fort. En tout cas, là, récemment, c'était il y a 2-3 semaines. Regardez ça. C'est les premières maquettes démonstrateurs technologiques où ils testent. Voici à quoi va ressembler Dragonfly, les mecs. Quand je vous dis que c'est génération après génération, cette génération a fait ça, qui était incroyable. Cette génération va faire ça. Mater le monstre. Et ça va aller, on l'espère, arpenter les montagnes et les lacs de Titan. On va essayer de prendre des photos. On va avoir de la HD sûrement, des images incroyables. Et ça va être fait pour aller sur Titan. Totalement fou, hein. Il va être énorme, Il va être énorme, Dragonfly. Regardez le monstre. Regardez le monstre. Donc là, les mecs sont en train de commencer à... Et ça avance. De tout ce qu'on entend, c'est que ça se passe bien et ça avance bien. Comme je vous dis, le fait qu'on n'ait pas les contraintes de Mars, les contraintes d'atterrissage de Mars, on va plutôt être... Justement, là, sur Titan, l'atterrissage est toujours une phase critique, mais ça va pas être aussi critique que sur Mars, où Mars, les ingénieurs sont terrifiés par Mars. Hein, Mars terrifie les ingénieurs. Là, l'atmosphère est plus dense que sur Terre. Ça devrait bien se passer. Le problème, c'est est-ce que l'atterrissage peut être un peu brutal? Est-ce que ça va bien se déployer? Est-ce que ça va être capable de décoller? Je veux dire, les mecs, on est en terrain totalement inconnu avec l'équivalent d'une petite voiture volante à des centaines de millions de kilomètres de la Terre, dans une atmosphère à moins 60 degrés. Et voilà, quoi. Il n'y a pas les contraintes de température extrême, bien sûr que si. Mais on est capable, tu sais, on opère des petits vaisseaux spatiaux dans le vide de l'espace. On est très très bon aujourd'hui à opérer des monstres dans le vide de l'espace dans des conditions extrêmes, dans des températures extrêmes de chaleur et de froid. On est balèze. Tu sais qu'on a la sonde de Parker qui a atteint des centaines de milliers de kilomètres par heure autour du Soleil. On est très très bon en termes d'ingénierie électronique. C'est compliqué, mais on sait bien le faire. Et ouais, y a des conditions extrêmes, mais on les connaît bien, parce qu'on est déjà allé sur Titan. On va pas en terrain inconnu. On est déjà allé sur Titan, on sait quelles sont les températures, ce qui permet de tester. Et écoutez, ils vont prendre une maquette à la con, là. Ils vont la mettre dans un réservoir, là, à moins 100 et quelques degrés, et puis ils vont tester, hein. Tout se teste. C'est pas optimal, parce que vous n'êtes pas sur Titan. Mais tout se teste. Comment ça se manœuvre? Par IA ou avec un contrôleur sur Terre? Alors, tu sais que tu fais des programmes... Alors, récemment, vous savez que Persévérance, il y a quelques semaines de cela, pour la première fois, c'est une IA qui a piloté Persévérance. Rappelez-vous qu'une IA, il faut l'éduquer. Vous pouvez pas imaginer que Persévérance arrive sur la Lune et vous laissez une IA. Qu'est-ce qui va se passer? Genre, IA, première fois, vous lui donnez Persévérance le pilotage. Allez, mon pote! On va tous dormir, on laisse l'IA piloter. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se casser la gueule. Eh ouais. Parce qu'une IA, il faut l'éduquer, il faut lui apprendre. Donc c'est simple, pendant des années, Persévérance, c'était un mec qui préparait l'itinéraire, où l'itinéraire était préparé à l'avance. Et les IA de Persévérance ont appris avec tout ça, au point qu'aujourd'hui, on est capable de donner la manœuvre à... C'est une IA qui pilote Persévérance. Mais il a fallu des années pour ça. Parce que vous voulez pas que l'IA fasse de la merde avec Persévérance. Bon, c'est quand même... comme je dis, c'est des programmes générationnels. Vous voulez pas... écoute, Grok, dessine-moi une bite. Dessine-moi une bite avec Persévérance et son bras pour creuser. Voilà. Il n'y a pas le droit à l'erreur, les mecs. Et les IA font des erreurs. Donc ouais... Bonne question. Il y aura sûrement des... Généralement, les gens ont tendance à penser qu'on met beaucoup d'IA dans l'espace, c'est faux. On met des programmes informatiques extrêmement complexes. Les programmes informatiques, vous leur envoyez de la donnée et ils réagissent à la donnée. Donc par exemple, quand on a des atterrisseurs lunaires qui se posent, vous n'avez pas de gens déjà. Il n'y a pas de mec qui le pose. Hein.
Mais vous n'avez pas d'IA. C'est un programme informatique avec des lasers. Et c'est le programme informatique, en recevant toutes les informations, qui va déterminer le bon endroit pour se poser. Donc souvent, les gens, à tort, assimilent des programmes informatiques extrêmement complexes à des IA. Vous voulez pas avoir des IA dans l'espace aujourd'hui parce que les IA sont absolument pas assez fiables pour ce genre de choses. Appareil de mesure, il embarquera quoi? C'est une bonne question. Ils vont lui bourrer le mou de tout ce qu'ils peuvent mettre dedans. Peut-être même qu'il y aura peut-être moyen d'aller chercher un peu de méthane liquide pour en faire une petite analyse, étude et compagnie. Ils vont faire des dingueries avec. Et s'ils volent vraiment bien quelques années, ils vont peut-être même essayer de le casser un moment pour lui faire des trucs de fou. Comme ils ont fait avec Ingenuity. Nouvelle technologie, hein. Il y a des sondes qui étaient... Mais bien sûr, on a des sondes qui sont là-haut depuis 30, 40 ans, hein. On a Voyager, les mecs. Voyager qui commence qui est dans les confins du système solaire. Voyager qui a dépassé le milliard de kilomètres, je crois. Qui est encore là. Votre PC, les mecs, est 10 000 fois plus puissant que Voyager. En tout cas, voilà pour Titan. Donc ouais, il pleut sur Titan. Il pleut sur Titan. Et c'est vrai que les images sont assez incroyables hop. Donc on dirait pas comme ça. Elle fait un peu géante gazeuse. Mais il pleut. C'est l'atmosphère qui fait ça. Il pleut dessous. Vous avez tout un système hydraulique. Le terme hydro est peut-être pas adapté. Mais tout un système hydraulique à base et une mousson, des tempêtes. Généralement sur les pôles Nord, pôle Sud. Avec un système très similaire à la Terre en termes de météo. Sauf que tout est autour du méthane liquide. Il pleut du méthane liquide. C'est le seul astre du système solaire avec la Terre où il pleut. Il pleut du méthane. Quelle serait la rupture technologique qui permettrait de casser le plafond de verre? Un nouveau système de propulsion. Un système de propulsion qui nous permettrait de commencer à éviter 2 plafonds de verre. Un système de propulsion qui nous permettrait de ne plus perdre 10 ans par mission pour aller à destination. Quelque chose qui envoie du lourd, de la propulsion nucléaire, un Vasimir plus efficace. Il nous faudrait un système plus efficace. C'est le premier plafond de verre. Deuxième plafond de verre, qui est en train d'être franchi, c'est la masse qu'on peut envoyer en orbite en une fois. Le problème de tous ces sondes et tout, c'est qu'on les envoie en une fois à bord d'une fusée. Et on tire au maximum des capacités. Et le problème, c'est qu'on est limité par la capacité d'envol. On ne peut pas envoyer un machin qui fait 200 ou 300 tonnes, on ne peut pas envoyer un vaisseau, un gigantesque vaisseau robotisé, parce qu'on est extrêmement limité en termes de taille. Ce plafond de verre avec Starship, on va pouvoir le pulvériser. Mais ça ne résout pas le problème de la propulsion. Mais ouais, on a 2 plafonds de verre, je pense. C'est celui-là. Des propulsions, nos propulsions chimiques sont pas assez efficaces. Et nos capacités d'emport ne sont pas assez efficaces. Sachant que les capacités d'emport permettraient peut-être de construire après des trucs plus gros en orbite, entre autres des systèmes de propulsion. Le troisième plafond de verre, le pognon. Comme dit, le spatial ne coûte pas si cher que ça. Le spatial ne coûte pas cher. C'est qu'une question de volonté politique de ne pas mettre plus de... c'est rien le pognon, absolument. Le pognon, il y en a un. Il y en a un max. Hein. C'est juste que le spatial n'intéresse pas à la politique. Voilà. Malheureusement. Et ouais, le spatial n'intéresse pas la politique, donc si ça n'intéresse pas la politique, il n'y a pas de fric. C'est terrible. Donc ouais, dépasser nos limitations technologiques aujourd'hui, c'est ces 2 points. Propulsion, capacité d'emport. Et je suis confiant que la capacité d'emport, d'ici 2 ans, si Starship parvient à fonctionner, on sera capable d'amener des machins de 200-300 tonnes en orbite. Des monstres. Et ça va révolutionner, je pense, notre capacité à aller explorer plus loin avec plus de choses. Ça l'a intéressé pour la guerre froide parce que c'était politique. Hein? C'était politique. Et d'un coup, il y avait du fric.
J'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà pour Titan. Je suis pas rentré dans le détail. Comme dit, c'est des sujets compliqués, mais faut pas que ça devienne trop compliqué. Donc je vulgarise. Mais si vous voulez plus d'infos, vous allez traîner même sur Wikipédia et vous aurez plus de détails sur Titan et comment fonctionne l'écosystème de Titan. Et sinon, je vais m'arrêter là. Je vais retourner d'ici une petite demi-heure, trois quarts d'heure. J'irai chill sur mon petit tower défense là qu'on m'a envoyé. Et dis-nous plutôt, c'est quoi la matière noire? Mec, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Regarde le titre. Le titre, c'est Titan. Je suis pas ta pute, hein. Si tu veux avoir des informations sur la matière noire, t'ouvres Internet. Ou alors tu vas voir Grok et tu lui demandes Grok, trouve-moi des articles scientifiques des 10 dernières années sur la matière noire. Tu vois? Tu sais pas. Personne sait. Mec! Personne sait! Littéralement, tu me poses une question. Quel est le diamètre du cul de ta mère? Bon, ça, je pense qu'il y a des gens qui savent. Mais c'est absurde comme question. C'est pas le sujet de ce soir. Je le connais. Coquin, va. Non, peut-être qu'on en parlera un jour. Peut-être qu'on fera un sujet sur ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, ce qu'on suppose. Rappelez-vous, il y a toujours beaucoup de suppositions, beaucoup de mathématiques. Ouais, la matière noire, potentiellement, c'est surtout de la supposition. Hein. Voilà. On trouvera peut-être un jour, hein. Sans aucun doute. Hein. Ou alors on dira que ça n'existe pas. Allez savoir. C'est les joies de la science. Et c'est ça qui est incroyable, tout évolue tout le temps. Et c'est chouette. C'est très chouette. Bon, écoutez, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on ferait comme prochain sujet de Minute Astrophysique? Le chat. Quelqu'un a une idée dans le chat? Prochaine Minute Astrophysique. Antimatière, non, ça m'intéresse pas. Je préfère parler vraiment d'astrophysique, de planètes et compagnie. Neptune. Vénus pourrait être intéressant. Vénus. Parler de Vénus. Ou alors je me disais peut-être pourquoi tout est rond dans le système solaire? Pourquoi tout est rond? Ou sphérique? Ça s'explique? Très bien. J'ai essayé d'expliquer ça à un date Tinder. Pourquoi tout est sphérique? C'était très amusant dans le bar. Hein. La gravité. Ouais, mais après on peut rentrer dans le détail. Kepler, ça fait astéroïde, c'est pas les sujets qui manquent. Hein. Ça va être complexe à expliquer, pas forcément. Pas forcément complexe à expliquer, justement. Comme dit, il faut rester simple. Les gens sont pas cons. Et du coup, ça a marché absolument pas. Absolument pas. Mais ça, j'ai l'habitude. Hein. C'est comme quand j'embraye sur le Seigneur des Anneaux. Hein. Ah! Tu connais SpaceX? Tu connais Elon Musk? Et là c'est la catastrophe. Aïe, 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 aïe. Écoutez, il faut bien s'amuser un peu des fois, de troller les dates Tinder. C'est bon. C'est bon, hein. Voilà. Alors j'évite de parler de l'être humain, le moins possible. Pourquoi la colonisation dans notre système est impossible? C'est juste que c'est de l'être humain, on s'en fout. Il y a la minute astrophysique. J'essaie de pas trop. Il y a la minute spatiale où je parle que de l'être humain et de ce qu'on crée. Et j'essaie de parler de la minute astrophysique où justement je mets l'être humain de côté. Au mieux, je parle des sondes qui nous permettent de trouver les informations et des théories qui vont avec. Voilà. Bon allez, je m'arrête là. Je relance tout à l'heure. Et sinon, je mettrai le planning à jour demain. Et sinon, passez une bonne soirée. Bon courage pour ceux qui bossent, demain. Hein, la reprise. Et puis, ouais, peut-être à tout à l'heure pour ceux qui sont dans le coin. Et sinon, passez une bonne soirée et un bon dimanche. Allez, ciao, ciao, c'est tout le monde, bye.